Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la passion qui n'a jamais fatigué personne alors que l'ennui use tout le monde. La passion n'a jamais fatigué personne alors que l'ennui use n'importe qui, disait Philippe Bloch sur son site. Le deuxième sujet avec lequel j'avais envie de poursuivre, c'est tenir assez longtemps pour créer, pour exister. On s'aperçoit quand on est entrepreneur ou peu importe, même conférencier ou auteur, qu'on peut avoir entre guillemets raison trop tôt. On est en avance sur son marché, on est en avance sur ce qui est dans l'air du temps, et en conséquence, il faut tenir assez longtemps pour rester peut-être le leader, le dominant, peu importe le rôle que vous voulez avoir sur votre marché. L'imagination prend le pouvoir dans la contrainte. J'aime bien cette idée que l'imagination est la réponse souvent quand on est dans la contrainte, et surtout dans la contrainte forte. Et j'aime bien aussi cette phrase qu'il nous a proposée: importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme. Importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme, c'est le rôle de l'entrepreneur d'après lui et du manager. Le succès est une invitation à s'endormir, disait Bernard Tapie, son idole. Et je finirai par un sujet autour de la reconnaissance qui est dire merci et bravo. Et bien sûr, je vais débriefer l'interview de Philippe Bloch avec ces différents sujets, les 6 sujets qui nous accompagnent d'aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, je finirai avec un conte qui est La jarre fendue. Je crois que j'ai déjà raconté dans un de mes podcasts, mais je ne me rappelle plus lequel. Et puis, les 3 citations qui vont nous porter durant cette traversée. La première, c'est une citation d'Aristote, c'est « Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. » Ça me paraît essentiel de se rappeler que si on est fait pour quelque chose, bien tant qu'à faire, il faut utiliser ses talents. Et le vrai signe d'intelligence n'est pas la connaissance, nous disait Einstein, mais c'est l'imagination. Le vrai signe d'intelligence n'est pas la connaissance, c'est l'imagination. Et la troisième, que j'aime beaucoup aussi, c'est « La vie t'a offert 86 400 secondes. Aujourd'hui, en as-tu utilisé une seule de ces secondes pour dire merci ?» nous disait William Arthur Ward. Alors on va commencer tout de suite avec ce premier sujet. La passion n'a jamais fatigué personne, alors que l'ennui use n'importe qui. Et oui, pour entreprendre, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, quelle que soit, je dirais, la difficulté dans laquelle nous sommes, si vous perdez la passion, l'ennui vous guette. Et c'est peut-être aussi une information simplement pour se dire qu'il faut arrêter ou qu'il faut faire autre chose, ou qu'il faut retrouver la passion. C'est une information qu'on peut retrouver bien sûr dans un couple d'associés, même dans une amitié, ou tout simplement dans l'activité qui vous fait vivre. À quel moment je prends conscience que mon moteur intérieur, c'est ma passion? Et si je n'ai pas assez de passion, alors pourquoi je pratique ça 8 heures par jour? Parce que quand vous allez être entrepreneur, ça va être plutôt 10 d'ailleurs, voire plus encore par moment. Et donc si je prends conscience que je suis passionné par ce que je fais, naturellement, je vais avoir envie de partager ça. Sinon, c'est qu'a priori, l'ennui me guette. Et quand l'ennui vous guette, c'est la bonne idée, c'est de se rappeler qu'à ce moment-là, il est juste nécessaire de se repositionner,
reclarifier pourquoi j'avais envie de faire ce métier ou pourquoi j'avais envie de continuer à faire cette activité. Parce que quand l'ennui vous guette, c'est terminé. Il vous faut peu de temps pour aller au tapis, il vous faut peu de temps pour détruire votre couple, il vous faut peu de temps pour ne plus avoir envie d'aller au travail et de rater en fait les opportunités ou de laisser tout simplement le risque vous détruire. Alors pour moi, c'est ça l'essentiel. Garder de la passion. Et moi, j'ai de la passion pour la vie, et c'est ce qui fait que je crois que j'ai toujours envie de vivre pleinement, pas obligatoirement à fond, parce que ça parlerait que de vitesse, alors que je pense que le rythme, on peut être passionné sans être obligatoirement envie d'être à fond, même si bien sûr que la passion génère de l'accélération, de l'excitation, et donc dans son temps, il faut se rappeler que quand on est passionné, on peut parler trop vite, par exemple. C'est mon cas. Le deuxième sujet que j'avais envie d'évoquer, c'est tenir assez longtemps pour exister. Alors c'est une phrase qui me paraît assez évidente, pour l'avoir vécu moi-même un certain nombre de fois. Si vous êtes plutôt du type un peu pionnier dans ce que vous faites, vous allez vous retrouver souvent en décalage, en déphasage avec une partie de votre potentielle clientèle, des gens qui pourraient être votre auditoire. Et donc, en conséquence, le danger, c'est d'avoir raison trop tôt. Un peu comme les poètes maudits ou les artistes non reconnus de leur vivant. Mais en fait, c'est pas grave. Hein. Dans l'absolu, je dirais Gauguin, il n'a pas gagné sa croûte pendant toute sa vie, alors qu'il en a fait des croûtes. Donc, le but, c'est de prendre conscience que ça peut arriver plus tard. Est-ce que c'est un problème dans l'absolu si votre génie est reconnu plus tard? Ce qui serait dommage, c'est qu'il ne soit pas reconnu du tout parce que vous n'avez pas duré assez longtemps et donc vous n'avez pas fait perdurer votre art, perdurer vos compétences, ou même simplement ils ne sont pas arrivés à maturité, parce qu'il y a aussi ça. Commencer tôt, ça nous donne un avantage sur d'autres, c'est que ça nous permet de faire les erreurs avant. Et quand les autres arrivent sur le marché, bien sûr que vous leur faites gagner beaucoup de temps, parce qu'ils vont vous regarder et copier ce que vous faites. Mais si vous gardez ce train d'avance, si vous gardez cette capacité à vous remettre en cause, si vous gardez cette envie d'aller encore découvrir autre chose, vous aurez un cran d'avance, voire deux. Donc c'est pas le fait qu'il y ait des concurrents, ça c'est, vous savez comme moi, s'il y a des concurrents, ça ouvre un marché, donc c'est pas une difficulté, ça permet aux autres de savoir que vous existez, parce que s'il y a que votre manière de faire, eh bien, elle peut être soit monopolistique et peut-être contrée d'un point de vue, je dirais, gouvernemental. Et si elle n'est pas monopolistique, en fait, elle ne correspond juste qu'à un courant de pensée, qu'à une manière de faire. Et donc, il est nécessaire d'avoir plusieurs acteurs sur le marché pour s'entretenir. Donc, tenir assez longtemps pour exister. Mais ça existe aussi on pourrait prendre ça dans n'importe quelle situation. Je dirais que l'amitié aussi, c'est tenir. Par moments, il y aura des brouilles, par moments, il y aura des difficultés. En amour aussi. Donc, tenir pour que, en fait, ce couple existe, pour que cette fratrie, cette amitié, peu importe, existe. Et je voudrais poursuivre avec l'imagination. L'imagination prend le pouvoir dans la contrainte. Alors, qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que l'imagination? En fait, ça c'est le propre de l'homme, on a une grande capacité d'imagination, c'est pas pour ça qu'on l'utilise. Et je me suis perçu à quel point, en fait, il y avait des gens qui étaient autour de moi et qui utilisaient peu ou pas leur imagination. Ça signifie que ils n'ont pas pris conscience que le potentiel, notre potentiel, c'est de rêver. Et comme je le dis souvent, oser rêver grand. Parce que quand vous rêvez petit, vous emmenez personne avec vous. Mais votre imagination, c'est votre potentiel associé à ça. Une fois que vous avez rêvé, en fait, c'est laisser l'imagination vous proposer, laisser votre cerveau, qui n'est pas en mode pensée à ce moment-là, qui est en mode presque dans différentes zones d'ondes, d'accord, alpha, theta, tout ça, pour vous permettre de prendre conscience que ce que vous projetez n'est pas encore réel, mais en fait, il est déjà le fruit de votre potentiel. Et donc, si j'ose aller un peu plus loin dans mon imagination, je vais aller un peu plus loin dans ce que je produis, dans ce que je fais, dans ce que j'ai prévu d'inventer. Et souvent, l'imagination n'est pas très forte quand je suis pas contraint. Quand je suis pas si le cadre est trop lâche, si j'ai trop de moyens,
l'imagination n'est pas présente. Et comme le disait Philippe Bloch, justement, c'est que l'argent peut nous rendre feignants. L'argent peut nous permettre de dire, bon, en fait, on a tout. Mais en fait, on n'a pas les talents. Alors, soit on va acheter des talents, mais au fond, on les contraint pas et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effervescence de l'esprit. C'est quand les contraintes commencent à naître que mon esprit commence à se dire, ah, il faut faire autrement. Il y a une urgence à trouver une solution. Sinon, on s'étale, pas dans le sens positif du terme. Donc, l'imagination, gardez à l'esprit que si vous voulez développer l'imagination ou développer la créativité, parce que c'est la créativité qui va développer le talent. Donc, si je veux développer de la créativité, souvent, je dois limiter les moyens, je dois limiter le temps, je dois limiter, en tout cas pas tout obligatoirement en même temps, mais l'ensemble de ces contraintes génère davantage d'imagination et de créativité. Et en plus de ça, moi je m'aperçois souvent que si j'utilise ça et que je mets des groupes différents ensemble, qui pourraient être en compétition initialement, par exemple, et je leur pique du matériel, je me débrouille pour qu'ils soient obligés de aller se poser des questions les uns les autres, ils finissent par collaborer, alors qu'au départ, ils auraient été en compétition parce qu'ils auraient voulu être le meilleur groupe. Alors que si je contrains les ressources, ils sont obligés de les partager, et ensemble, ils commencent à regarder ce que les autres font, et ils commencent à pomper une idée qui n'est pas la leur, voir qu'il y a un processus d'amélioration que les autres ont fait, qu'ils n'ont pas mis en œuvre. Et c'est ça qui va développer de l'innovation, c'est ça qui va développer de la créativité, ou même autre chose, par exemple, de la résilience dans les produits, de la capacité à, je dirais, de la qualité dans les produits que je n'avais pas avant. Donc pour moi, c'est une vertu essentielle de prendre conscience que le cadre que je vais créer, il faut qu'il soit pas trop grand. Et donc, si j'en suis pas sûr, je joue avec la contrainte. Et quand cette contrainte commence à fonctionner, eh bien, l'imagination a pris systématiquement le dessus. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais oui, mais la contrainte, ça peut amener du stress. Oui, bien sûr que ça peut amener du stress. Mais ça amène du stress que, je dirais négatif, que si je ne suis pas heureux d'être là, je n'ai pas envie de réaliser, je n'ai pas envie de comment dirais-je, trouver une solution. Mais quand j'ai profondément envie de trouver une solution, mais en fait, le stress va me permettre de développer tout de suite l'imagination. Alors que quand je n'ai pas de solution, mais je n'ai pas envie de trouver une solution, la contrainte n'est qu'une contrainte. Donc, il est nécessaire au préalable d'avoir une envie, une volonté, et moi je préfère dire souvent pour qu'on puisse finir de la détermination. La volonté, c'est ce qui me permet de commencer. La détermination, c'est ce qui me permet de finir. Après, l'imagination qui prend le pouvoir dans la contrainte, ou qui permet de développer de la créativité ou des talents, eh bien, j'aime bien cette phrase que nous a proposée Philippe Bloch, qui était de dire « importer des emmerdements et exporter de l'enthousiasme ». Ça, c'est le rôle de l'entrepreneur. Se rappeler qu'en fait, votre rôle, ce n'est pas d'exporter vos emmerdements. Ce n'est pas d'exporter vos contraintes. Ce n'est pas d'exporter vos difficultés, vos doutes. Je me rappelle, avant de lancer un projet, je venais de recevoir un appel de mon banquier pour me dire qu'il y avait des problèmes, que j'avais un compte déficitaire et qu'il fallait que je trouve de l'argent et que j'en avais plus sur mon compte perso pour mettre en compte courant. Ça m'a rapidement déstabilisé sur le moment parce que je devais être avec mon équipe pour parler de création de nouveaux produits et de nouvelles choses. Eh bien, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ok, c'est pas le moment d'en parler avec eux. J'ai pris le temps de répondre à mon banquier, de lui dire que je trouverais une solution, que j'avais 48 heures, et j'ai gardé en tâche de fond cette difficulté. Et pour chacun de nous, on n'est pas égaux. Moi, je dirais que la trésorerie, c'est un truc qui me travaille. D'autres, je vois que c'est moins le cas. Donc, moi, je pense toujours que quand j'ai pas de trésor, c'est ce qui pourrait m'empêcher de dormir. Le reste, pas vraiment. Le reste est tranquille pour moi. Donc, importer des emmerdements avec vos équipes, ça, c'est pas ce qui est possible. Et c'est pareil avec votre famille. Si vous rentrez chez vous et que vous amenez tous vos problèmes en permanence, mais en fait, c'est pas une source de ressourcement, la famille, à ce moment-là.
ça devient une source de... Enfin, vous êtes une source de problèmes, vous êtes une source de difficultés. Donc des fois, ça peut être difficile, ça, bien sûr. Mais dans 99% des cas ou 90% des cas, ça devrait pas être le cas. Et exporter de l'enthousiasme, justement, parce que moi, je trouve que quand on met de la contrainte intérieure, une fois de plus, si j'arrive à la gérer, parce que bien sûr que c'est si j'arrive à la gérer, quand j'arrive pas à la gérer, ben, en fait, je deviens moi-même difficile, irascible, je sais pas, énervé. Moi, j'ai plutôt tendance à être... ça crée de l'énervement chez moi, ça crée de la fatigue qui crée de l'énervement. Mais on n'est pas égaux, il y a des gens pour qui ça va créer autre chose, voire même de la colère. Et donc, ce stress que j'importe, c'est essentiel que je puisse avoir la capacité physique, morale, psychique, psychologique, de dépasser ces moments de difficulté. Parce que mon boulot, c'est d'exporter de l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui permet de remuer les montagnes. C'est l'enthousiasme qui permet de traverser les mers. C'est l'enthousiasme qui permet d'avoir votre potentiel. Ou bien simplement d'oser développer vos talents. Alors, c'est ça que je voudrais vous dire. Gardez votre enthousiasme. Et je repense après à cette fonction qui n'est pas seulement celle de l'entraîneur, mais celle du manager, celle du parent pour moi. Si vous gardez à l'esprit que votre rôle d'éducateur, votre rôle de potentiel, c'est quand même de montrer la voie. Vous avez une vision, vous avez des valeurs. En tout cas, la valeur de l'enthousiasme devrait faire partie de vos clés de succès dans l'entreprise. Et pour parler du succès, justement, il nous invitait à prendre cette phrase de Bernard Darty qui disait « Le succès est une invitation à s'endormir ». En tout cas, pour Darty, je suis pas sûr que ce soit le cas pour moi, parce que le succès, ça peut être aussi un moyen pour entretenir un autre succès, peut nous donner envie, ça peut créer de l'enthousiasme. Mais j'entends bien aussi que, par moments, ça peut nous endormir en nous laissant croire que nous sommes arrivés. En nous laissant croire que maintenant nous sommes les leaders et que ça va fonctionner. Qu'il y a une sorte de « bon, maintenant on est arrivé, quoi ». Non, nulle part. Ça, c'est bien une chose que j'ai compris, c'est que à part quand on fait quelque chose qui a, je sais pas, je veux faire un sommet et je n'ai pas envie d'en faire d'autres, je voulais juste faire ce sommet, la réussite est suffisante. Par contre, si j'avais prévu d'en faire d'autres, ça peut être gênant de croire qu'en fait je suis arrivé quelque part, je suis arrivé nulle part, je suis arrivé en haut, maintenant je redescends pour remonter ailleurs. Et donc ce n'est qu'une suite, c'est pas une course pour moi, c'est une suite d'expérience, de chance de pouvoir expérimenter quelque chose qui me touche et qui va faire qu'à un moment donné, je pourrais me dire, ah, c'est bien, j'ai fait ce que je voulais. Et donc, pour moi, quand je suis dans cette, si je garde cette métaphore de la montagne, voilà, il y a des plateaux par moment, des plateaux pour prendre conscience de ce qui est juste pour moi. Des plateaux pour me dire, profite de ce que tu as, profite de ce que tu vois, profite de ce que tu es en train de vivre. Pour autant, non, je suis pas arrivé. Je sais pas si la fin, c'est quand je vais m'endormir définitivement. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de vous rappeler que si le succès est une invitation à s'endormir pour Bernard Darty, elle peut être tout simplement un moyen pour avancer et prendre conscience à quel moment je pourrais m'endormir. Pour chacun de nous, c'est essentiel de ne pas s'endormir, pas dans le sens que la vie est une course, mais par contre, si vous avez une entreprise, si vous avez une famille, eh bien, je dirais que prendre du temps avec, c'est essentiel. Pour autant, on n'est pas arrivé. Se rappeler de ça. Puisque je crois pas à une destination finale, je crois plutôt à un chemin qu'on parcourt. Et donc, si je m'arrête sur le chemin, je m'aperçois que souvent les gens qui me disent qu'ils sont en chemin j'aime bien donner cette expression, sont sur un parking, quoi. Sur un parking d'autoroute peut-être, mais sur un parking quand même. C'est-à-dire qu'au fond, oui, ils ont avancé, mais de parking en parking. Et il n'y a pas de problème en soi d'être sur des parkings. C'est juste, est-ce que j'ai conscience que je suis sur un parking et que je suis plus sur la voie qui me fait avancer?
Et on peut être sur des chemins de traverse, on peut être sur, moi je préfère bien sûr la montagne ou la marche ou la mer, tout simplement aussi voguer que les autoroutes. C'est pas mon truc les autoroutes. Alors je finirai par dire merci et bravo. Et j'aimais bien comment Philippe nous parle de ça, Philippe Bloch qui nous dit que il avait proposé à des journalistes une aventure, quelque chose ensemble, et puis si ça marchait, eh bien, en tout cas, il les inviterait au restaurant, et qu'ils, pour la première fois de leur vie, disent c'est la première fois qu'on nous remercie. Tout ce qu'ils faisaient, c'est leur travail, donc on n'a pas à leur dire merci. Et moi, je trouve ça essentiel que même quand les gens font leur travail, et surtout quand ils font leur travail, parce que le pire, c'est ceux qui font pas leur travail. Vous voyez, donc en fait, remercier ceux qui le font, comme si c'était essentiel qu'ils le fassent, et non pas comme si c'était normal. Même si, dans l'absolu, vous les payez, si vous êtes employeur, mais même, peu importe que ce soit des amis qui vous rendent un service, eh bien même si vous en avez rendu beaucoup plus de service à ces personnes qu'ils ne le font envers vous, continuez à dire merci. Si vous voulez que ça continue. La gratitude est le chemin non seulement de la reconnaissance d'un côté, mais aussi de la poursuite. C'est parce que cette gratitude existe que les choses se font. Moi, je raconte souvent que quand j'étais enfant, on allait chez mes grands-parents maternels là, tous les dimanches. Enfin tous, sûrement pas tous, mais beaucoup de dimanches, et on montait, et on n'avait pas le droit de monter les ascenseurs dont il parlait tout à l'heure, les roues Combalusier, là justement les deux entrepreneurs. Quand j'étais petit, bah ouais, il y avait marqué ces deux noms sur les ascenseurs là qu'on prenait, mais on pouvait pas les prendre s'il n'y avait pas nos parents. Donc je montais avec mon frère 4 à 4 des escaliers, j'arrivais le premier parce que j'étais le plus rapide, et puis j'étais le plus grand aussi, hein, ça j'avais un avantage. Et je sonnais à la porte et c'était ma grand-mère qui ouvrait, et je voyais dans ses yeux le contentement qu'elle avait de savoir que j'étais content du repas qu'elle allait nous faire, parce qu'elle était une excellente cuisinière, un cordon bleu, et elle nous faisait des gâteaux. Moi qui n'étais pas en fait au fond, j'étais plutôt déjà, je dirais, d'un palais salé plutôt qu'un palais sucré, mais elle faisait des gâteaux extraordinaires et des tartes, je me rappelle. Et donc rien que sa tête, je savais qu'elle avait fait un truc en me regardant en disant ah tu vois, je t'ai préparé ça. Et bien sûr qu'elle n'avait pas préparé qu'à moi. Bien sûr qu'elle le préparait on était 5, pour nous 5. Mais moi, je le prenais pour moi. Et je faisais un sourire du gourmand, parce que je suis gourmand, à ma grand-mère, et j'avais l'impression, j'ai compris plus tard, je peux pas dire que je m'en rendais compte à cette époque-là. J'étais juste heureux de la remercier. Et elle était heureuse de partager le fait qu'elle avait fait cette cuisine. Et je n'ai jamais posé cette question à ma grand-mère si elle le faisait pour moi. Je pense qu'elle le faisait pour nous. C'était une femme généreuse, et qu'il faisait pour autant sa fille, qui était ma mère, que mon père et mon frère et ma sœur. Mais moi, je l'ai vécu pour moi. Et cette capacité qu'on a donc à remercier l'autre avec les yeux, avec un sourire, avec une attention, ça vaut l'amour du monde pour un enfant. Et donc, continuez à parler à l'enfant qui est en vous, continuez à parler aux enfants qui sont dans les personnes qui sont face à vous, parce qu'elles ont besoin que vous leur disiez merci. Et bravo. Ah là 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 là. Combien de gens disent bravo? Combien disent, au lieu de simplement dire, bah voilà, c'est fait, quand c'est bien fait, quand c'est superbement bien fait, comment on dit bravo? Et nous, en France, on dit même plus, comme il y a plus de peu de gens donnent un pourboire parce que c'est pas utile, parce que ça se fait pas, on n'est pas aux États-Unis. Eh bien, on ne sait plus dire qu'on est vraiment content. Et il y a bien d'autres manières que l'argent, bien sûr. Et donc, pour moi, bravo. Hein, c'est comme quand vous avez aimé et que vous faites un standing ovation dans un spectacle. Et tant qu'à faire, encore mieux, donner des bravos. Alors on dit bravi, si c'est un pluriel. Hein, bravo, bravi, comme disent les Italiens. Eh bien, voilà, je pense que c'est important de manifester pour soi-même déjà
que on est dans un contentement fort, et pour l'autre aussi. Et je pense qu'on est une société qui ne sait pas dire le bravo. Comme si on disait bravo et que ça voulait dire que les gens vont ensuite rien faire. Mais non, ça stimule. Si vous avez déjà été sur une scène, quelqu'un qui vous fait bravo, vous avez envie d'en avoir d'autres. Donc ça vous stimule pour faire encore et encore et encore mieux. Ou encore et encore aussi bien. Alors que si vous voulez que bien sûr, il est inutile de faire des bravos quand les gens ont fait une piètre performance, ça n'a pas de sens. Mais quand les gens ont bien fait leur travail, voire ont fait quelque chose d'exceptionnel, pas obligatoirement pour tout, au moins le dire. Et je me suis aperçu à quel point j'ai peu d'entraîneurs qui l'ont fait dans le sport, j'ai peu de managers qui savaient le faire, voilà. Et j'ai bien vu comment ça me touche quand même. Donc j'ai confiance en moi, j'ai beaucoup d'assurance, mais ça m'a permis de prendre conscience aussi que tous ces petits mots, tous ces petites marques d'attention, comme les gens qui sont fiers de dire qu'ils sont vos amis, ou qu'ils sont fiers de dire qu'ils étaient là quand vous avez réussi ça, ça vaut un bravo, ça. Donc prenez conscience des bravos que vous avez envie de faire dans la vie, parce qu'on se nourrit de ces bravos. Alors bravo de m'écouter dans la traversée, ou merci de m'écouter dans la traversée. Et puis je vais poursuivre avec un conte. Le conte de la jarre fendue. Alors c'est l'histoire d'un homme qui tous les matins, parce qu'il est cultivateur, en fait, il va à la rivière à côté de chez lui pour arroser ses plantes. Et la manière dont il le fait, c'est qu'il porte habituellement un bâton sur ses épaules, vous voyez, comme ça, et de chaque côté, il y a une jarre. Une jarre vide au départ, qu'il va remplir d'eau, et ces deux grandes jarres, qu'il porte facilement, ont une particularité. Une d'entre elles est un peu fêlée. Alors tous les jours, quand il fait le trajet, je dirais tous les jours, c'est des mois et des années qui passent, d'accord ? Il entend de temps en temps la jarre qui est sur sa droite et qui se plaint, comme une complainte perpétuelle, comme un son, comme un petit râle. Et la complainte de la jarre de droite, elle se plaint parce qu'elle est fendue et qu'elle considère qu'elle fait moins bien le travail que l'autre. L'autre jarre, elle est joufflue, bien étanche. On l'entend pas. Elle est tranquille. Elle est fière d'elle-même, on pourrait dire même. Et c'est comme ça qu'en fait, la jarre de droite, elle se compare à la jarre de gauche et est toujours dans cette plainte de se dire que elle fait pas le travail aussi bien. Elle ne vit pas bien sa condition de fêlée. Et à ce moment-là, l'homme prend le temps de lui répondre pour lui dire simplement les choses suivantes. En fait, je crois que tu n'as pas compris qui tu es. Je crois que tu n'as pas compris ton potentiel. Alors je voudrais qu'on refasse le chemin ensemble. Et ensemble, ils refont le chemin. L'homme et la jarre, simplement avec la jarre de droite, bien sûr, et il lui propose de regarder au sol. Jusqu'à présent, la jarre n'avait jamais regardé au sol. À la gauche du chemin, le chemin est caillouteux. Il y a un champ au loin, mais toute cette partie-là est caillouteuse. Alors qu'à droite, il n'y a pas de poussière, pas de cailloux. À droite, il y a des fleurs. À droite, il y a de belles fleurs. Et tout le long du chemin, on peut voir ces fleurs. Et il lui dit donc, tous les jours tu as arrosé l'herbe. Tous les jours tu as arrosé les semences. Tous les jours tu as arrosé ces fleurs. Et si tu peux bénéficier aujourd'hui de ces fleurs, ou si je peux bénéficier aujourd'hui de ces fleurs,
c'est parce que tu les as arrosés. Ça, c'est grâce à toi. Alors chacun d'entre nous, on a joué un rôle dans notre vie. On n'a pas toujours conscience. Et des fois, on regarde l'autre alors que l'autre a une autre mission. La comparaison n'est pas raison, comme vous savez. Et donc, si votre rôle, c'est d'arroser le jardin, eh bien, arrosez le jardin. Ça, c'est ce qu'elle a permis de faire, d'exister. Prenez le temps donc de comprendre où est votre puissance, où est votre talent. Et arrêtez de regarder le talent que vous n'avez pas. Regardez le talent que vous avez. À bon entendeur, salut. À bientôt sur La Traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.